Voilà, soyez le bienvenu pour ceux-là qui nous rejoignent sur Migration. Comme je disais tantôt, effectivement, Migration, c'est cette émission qui est dédiée à la question de la migration et qui travaille de manière objective, qui se veut effectivement assez objective, bien que peut-être ça n'arrange pas quelques-uns, mais l'objectif, effectivement, ce n'est que celui-là. Bon, voilà. D'autre part, on était tantôt en train de traiter le sujet qui était lié. Monsieur Kisson, vous avez la parole. Sinon, il y a un auditeur, effectivement, qui a envoyé deux questions. La première question, elle s'adresse à monsieur Christian Ada. Il dit, pour la nouvelle politique migratoire, en ce moment d'intégration, il dit quoi? Quel est votre rôle, Christian Ada, pour la nouvelle politique en ce moment de l'intégration qui se passe aujourd'hui? Et puis, la deuxième question, c'est pour monsieur René. Alors, Africulture fait quoi concrètement et quels sont les objectifs de cette association? Monsieur Christian Ada, vous avez la parole. Ouais. Oui, alors, pour cet auditeur, le centre culturel, d'abord le centre culturel, on est là pour la culture. Ouais. Pour, en fait, repousser l'ignorance de l'autre, pour permettre aux sociétés de se rencontrer, de discuter, aux personnes de discuter entre elles, de poser les choses. Alors, par rapport à la nouvelle politique migratoire au Maroc, nous, on s'intéresse à la partie culture. Donc, on est dans tout ce qui est culture, migration et développement. C'est cela. Et on a fait un premier travail avec le ministère sur Maroc Tête d'accueil 1, donc où on a mis en résidence des artistes et ça a permis à tous ceux qui viennent au niveau du centre ou ailleurs de voir. Bon, les auditeurs peuvent aller en fait sur la page Facebook du centre et voir un peu tout ce qu'on a pu faire par rapport à Maroc Tête d'accueil 1. On a démarré Maroc Tête d'accueil 2, qui va permettre en fait aux artistes d'aller vers des écoliers et des élèves marocains dans des villes qui ont été choisies pour montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait et permettre à ces jeunes-là qui s'intéressent soit à la musique, soit à la radio, soit à la percussion, soit à la chorale ou autre chose, ou même à la peinture, de s'exercer et à la fin de produire leurs œuvres dans chaque ville. D'accord, très bien. Donc je crois que l'auditeur il a écouté. Bon voilà. Je tiens aussi à dire que cette plateforme de culture mosaïque est aussi dans le sens un peu de permettre aux migrants régularisés d'être informés sur ce qui se fait au Maroc, tout ce que toutes les associations font. Et de leur permettre aussi de venir dire certaines choses, c'est parce que c'est une plateforme pour permettre à tout le monde de communiquer, de prendre la parole, de communiquer et de dire les choses. Et je crois que même la question participe à cela, à l'intégration. Tout à fait, ça c'est magnifique. Alors très bien. Alors monsieur René, vous représentez Africulture Maroc. Votre question, elle s'intitule Africulture Maroc fait quoi concrètement et quels sont les objectifs de cette association? L'Africulture Maroc est une association qui lutte pour l'intégration des migrants ici au Maroc. Et nous disons que cette intégration passe par la régularisation, elle passe aussi par la formation. Et à côté de cet objectif, nous luttons aussi contre toute forme de discrimination et nous voulons par là mettre fin aussi à la traite humaine que nous voyons ici, surtout dans le domaine des domestiques, des femmes domestiques. Voilà, cette traite-là, il n'y a pas que seulement le territoire marocain, mais elle a sa source depuis l'Afrique, parce que nous savons que ce domaine-là est régi par un réseau qui commence depuis les pays d'origine et qui aboutit ici au Maroc. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Et comme activité, nous avons formé déjà 26 jeunes dames au métier d'aide-soignante. Depuis, elles ont fait une formation d'1 an sanctionnée par un diplôme d'État. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de l'intégration. Nous sommes en train de travailler avec toutes les structures en place, AMAP, ANAPEC et le ministère de l'Emploi, pour permettre à ces jeunes dames-là de pouvoir être intégrées dans les cliniques ici au Maroc. La difficulté, ce sont les lois. La difficulté, ce sont les autorités. Nous sommes en train de bousculer justement à ce niveau-là, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les hôpitaux publics n'emploient pas les migrantes.
Voilà. Et donc, nous sommes obligés de nous tourner vers les cliniques privées. Là encore, on a des difficultés. Nous appelons tous ceux qui peuvent, les autorités et même des particuliers, ceux qui ont des cliniques. Tout ça nous permet de pouvoir insérer ces jeunes dames qui ont été vraiment formées dans l'une des meilleures écoles ici au Maroc. À côté de cela, nous avons formé aussi des jeunes gens au métier de menuisier, en tout cas tout ce qui est bâtiment, maçonnerie, peinture, tout ça. Et nous, c'est la même chose. L'intégration, nous sommes heurtés aux lois et nous sommes en train de bousculer justement pour que les choses puissent avancer à ce niveau. Voilà un peu ce que nous faisons. Encore, nous sommes en train d'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes domestiques par une méthode américaine. Community organizing permet à toutes ces femmes-là d'aboutir à la fin à un syndicat ou une association de femmes domestiques pour qu'elles puissent porter elles-mêmes leurs problèmes devant les autorités. C'est une méthode d'accompagnement, organiser et accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir gain de cause. Et justement, à cet effet, vendredi dernier, le vendredi 11, nous avons organisé une grande journée de sensibilisation, voilà, du côté des Agdal, à la salle El Fassi. Il y avait toutes les autorités. On a réuni près de 300 femmes domestiques et devant les autorités, elles ont posé leurs problèmes, les situations qu'elles traversent. Elles ont aussi fait des doléances par rapport à leur situation puisque le Code du travail lui-même ne prévoit rien en ce qui concerne les femmes domestiques. Et nous avons aussi cette loi et la loi 1912 concernant les travailleuses de maison. Voilà, cette loi prend en compte seulement les travailleuses de maison marocaines, mais elle n'inclut pas les travailleuses de maison subsahariennes. Bon, je dirais migrantes. Il y a les Philippines, il y a les Indonésiennes, il y a les Mongols, il y a aussi les subsahariennes qui travaillent dans les maisons ici au Maroc. Et la loi, en aucun cas, ne fait mention de ces personnes-là. Donc, nous sommes en train de faire sans vous couper, je vais vous demander d'attendre parce que le deuxième petit direct, de peur de vous répéter, le deuxième petit direct, effectivement, a été fait dans le cadre de la Semaine de la Femme. Donc, peut-être on va revenir dessus. Je crois que quand on reviendra, on va donner encore plus de détails. Mais nous sommes en train de dire ce que l'ACM fait. Voilà, et ici au Maroc. Donc, pour dire que nous travaillons, en tout cas, nous prenons en compte tous les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, irréguliers, réguliers, tous les migrants. Oui. Nous travaillons avec eux. D'accord, on revient juste après dessus. Mm-hmm. On écoute un auditeur qui... Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est toujours Mohamed Gherabi. Oui, monsieur Mohamed Gherabi, ouais. Je m'adresse à monsieur Aliou. Oui. Et je le remercie d'avoir répondu à ma première question. Oui. Ça veut dire, ils sont à la phase d'évaluation et c'est pour embellir l'image du Maroc, que le Maroc c'est un pays hospitalier. C'est très bien. Mais je tiens à l'informer qu'il y a des structures qui sont en train de dégrader cette image. Par exemple, il n'a qu'à faire un tour devant le siège de l'OIM, il va comprendre. Et il demande qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens qui veulent faire le départ volontaire. Et revenons à la question de Camara, parce que selon les investigations de l'Afrique adulte, Camara était un migrant économique. Il est venu au Maroc, il a fourni un faux diplôme pour s'inscrire à l'université. Ça, c'est selon les subsahariens qui sont là. De deux, il a été arrêté pour vente d'alcool illégal. Et du coup, on a fait de lui un réfugié. Et ce qui a choqué beaucoup la communauté subsaharienne au Maroc, c'est sa réinstallation. De trois, je peux lui demander qu'est-ce qu'ils font pour les réfugiés et les réinstallations. Est-ce qu'ils ont creusé là-dessus? Merci. D'accord, très bien. Donc je pense que la question de Mohamed Gherabi, elle s'adresse effectivement à monsieur Mehdi. Alors, monsieur Mehdi. Je sais pas, c'est trop personnel, on va pas parler de choses comme ça à la radio. Il a qu'à téléphoner et demander l'avis de l'intéressé. Nous, on fait rien pour la réinstallation puisque nous sommes ni le HCR et nous faisons rien pour ni l'UIM. Et par contre, nous évaluons ce qu'ils font et nous avons déjà fait des rapports critiques sur la manière dont se déroulent les réinstallations. Mais non, nous n'avons pas à parler à la place des gens, à la place des migrants.
Si eux, ils veulent continuer à vivre au Maroc, eh ben, ils doivent pouvoir vivre dignement. S'ils préfèrent pouvoir repartir et bénéficier de la réinstallation parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien ici, ils doivent pouvoir le faire, mais ils ont même plus. S'ils veulent pouvoir passer en Europe parce qu'ils pensent que leur vie sera mieux là-bas, je pense qu'ils doivent avoir le droit de le faire, et c'est pour cela que nous nous battons. D'accord, très bien. Et maintenant, sur la question, effectivement, de la sensibilité, effectivement, de ceux-là qui dorment devant l'EIM. Il a demandé qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça aussi? Mais nous ne sommes pas une association humanitaire, donc il dort devant l'OIM, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais en termes de plaidoyer, vous pouvez effectivement, en termes de plaidoyer, vous êtes le doyen du terrain, vous pouvez vous adresser et puis changer les choses. Non, nous ne pouvons pas changer les choses. Nous disons que l'OIM mène une mission ambiguë, nous l'avons toujours dit. D'ailleurs, on pense que nous sommes très appréciés par l'Europe, qu'on a beaucoup de bailleurs, etc. On a beaucoup de gens qui nous font des problèmes, même des bailleurs qui commencent à nous donner de l'argent puis qui veulent les retirer parce que nous n'avons pas notre langue dans la poche et nous disons les faits, et donc c'est pas toujours facile d'être avec des bailleurs qui jouent un double jeu eux aussi. Et donc nous avons aussi nos problèmes personnels pour essayer de continuer à exister sur la scène, et l'OIM fait partie de ceux avec qui nous avons un rapport un peu compliqué. Nous essayons de leur dire de manière la plus courtoise qu'ils ont des responsabilités et qu'ils doivent être plus clairs sur qui ils sont, parce qu'on pense que l'OIM est une agence de l'ONU. L'OIM était sur ses missions, ce n'est pas très clair ce qu'ils font. Le fait que cette organisation fasse depuis très longtemps, mais aidée par le HCR aussi et aidée par d'autres, financée de manière pas très claire, des retours volontaires, nous estimons que lorsqu'on fait des rafles, ce n'est pas du retour volontaire. Voilà, donc mais pour l'instant, depuis la régularisation, l'OIM joue un jeu un peu plus clair. Maintenant, les gens pensent que l'OIM c'est une structure où il suffit de taper à la porte et qu'on obtient ce qu'on veut. Nous, d'abord, on travaille pas avec eux, on sait pas quelles sont leurs missions, on sait pas exactement tout ce qu'ils veulent faire et on n'a pas à s'immiscer là-dedans. Les gens dorment, ils ont des mouvements sociaux pour défendre leurs droits, ben c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On n'y peut rien. D'accord, très bien. Moi, je pense que ce que vous avez dit est assez clair, mais quand même, puisqu'on est en train de finir ce premier titre direct, je voulais simplement vous rappeler que sur titre direct, effectivement, il y a la possibilité d'avoir un droit de réponse. C'est quoi un droit de réponse? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez estimé que lors de ce titre direct, nous avons été trop durs avec vous, nous sommes allés trop loin, vous avez effectivement le droit vous-même de préparer un titre direct et que je vais naturellement lire de manière professionnelle pour vous rassurer que ce que je fais, je ne le fais pas de manière, c'est pas personnel en fait. Ce qui veut dire que si vous pensez que vous pouvez répondre à ce qui a été dit, que vous avez été blessé, alors n'hésitez pas à préparer un titre direct et sera lu au plateau. Et peut-être le samedi plus tard, on pourra revenir dessus. Donc ça c'est pour clore la première partie de notre programme. On va passer au deuxième titre direct. On parle sans emballage, sans langue de bois. Bonjour, chers auditeurs, soyez le bienvenu à nouveau sur Chourouk. Sur Chourouk, effectivement, nous sommes à l'heure fatale qui vient tout le temps à 9h30. À 9h30, c'est l'heure de titre direct. Titre direct aujourd'hui a une cible, et puis c'est effectivement la question des femmes des ménages, traite nationale, cas du Maroc. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne vous demande pas de m'aimer, comme j'ai l'habitude de le dire, car je me sais déjà mal aimé. Je vous demande seulement de m'écouter et de me supporter le temps de cette diatribe, car c'est en passant l'or au feu qu'il prend toute sa valeur. Pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. La mondialisation et l'accroissement des flux migratoires dans le monde connaît une forme renouvelée de traite humaine et de trafic. Celle qu'on appelle les domestiques des maisons. Dans une société dans laquelle le niveau de vie du peuple en général évolue, les conditions pour employer une domestique deviennent de plus en plus difficiles, car les autochtones se revendiquent de la même nation, du même peuple, des mêmes droits. On va prendre ici le cas du Koweït, le cas d'Arabie Saoudite, le cas du Liban, et j'en passe. Il est clair qu'il n'existe pas une nation dans laquelle les hommes ont atteint un certain niveau de vie et dans laquelle, effectivement, on va se permettre d'utiliser un citoyen de ces pays comme étant un domestique et ne pas lui donner des droits, de ne pas lui accorder, effectivement, ce qui va en termes de temps, le temps du travail qui est régi par l'État. Oui, prenez ici le cas du Koweït, de l'Arabie Saoudite, du Liban, et j'en passe.
Nous pouvons avoir une domestique du même pays à qui on voudrait bien faire subir les atrocités qu'on connaît que les femmes de ménage, les domestiques aujourd'hui sont contraintes de subir, toute la souffrance qui est désormais attachée à ce corps des métiers. Car il ne se passe plus de jours qu'on voit défiler sur Internet des vidéos qui montrent des traitements tellement dégradants qui sont infligés aux femmes de ménage à travers le monde, que cela tient aujourd'hui une place essentielle dans notre tir direct. Pour cela, on devra aller dans les pays pauvres pour recruter. Contre les promesses mirobolantes des salaires extravagants, piège à souris pour ces femmes domestiques. Non, je dirais plutôt ces esclaves, car en réalité, il est indigne de dire qu'une personne qui travaille dans une maison près de 18 heures par jour, sans repos, une personne qui travaille dans une maison et qui n'a même pas le droit d'avoir un repas décent alors qu'il est lui-même chargé de faire la cuisine, on ne pourra appeler cette personne un domestique, c'est tout simplement un esclave. Oui, l'on citera ici le cas des pays tels que les Philippines. Là, c'est là que se retrouvent les plus grosses réserves. Il sera difficile effectivement de se rendre dans des maisons qui emploient des ménagères sans qu'on ne trouve sur 10 maisons 2 femmes philippines qui sont en train de travailler. Il y a également les pays comme Madagascar qui désormais fait partie des pays qui fournit en nombre important les domestiques dans les pays du Golfe. On citera la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, qui eux fournissent plutôt des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc en femmes de ménage. Les plus grands pourvoyeurs de femmes domestiques étant cités. On parlera ici spécifiquement aujourd'hui des réseaux de trafic et de traite qui mènent au Maroc. Bien implanté en Afrique de l'Ouest, un réseau de trafic et de traite des femmes domestiques bat son plein en plein cœur des capitales de l'Afrique de l'Ouest. Les mieux introduits dans les économies de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, oui, il y a des Marocains, quelquefois des Libanais qui se passent pour des Marocains qui se passent pour des Libanais, des bras cassés par l'intermédiaire des agents nationaux opèrent dans des villes d'Abidjan, de San Pedro en Côte d'Ivoire et de Dakar au Sénégal. Et ils vont lancer des annonces de recrutement des femmes de ménage pour des offres fraîches de travail rémunérées à hauteur de 500 à 2000 euros de salaire. Salaire que seuls de très hauts cadres dans les différents pays cités peuvent toucher, dont l'aubaine est inattendue. C'est leur tour, les femmes se disent, de prendre leur revanche sur la société qui leur a toujours donné la dernière place. Pour elles, sur le champ enfin, elles ont leur chance. Beaucoup organisent d'ailleurs des fêtes pour célébrer cela. Quelques-unes vont aller manifester dans les églises et effectivement demander toutes les bénédictions des pasteurs. Pour célébrer, car les offres sont limitées. Alors parvenir à être sélectionné, c'est déjà un succès notoire. Et ça se fête. Car comme pour les professions de footballeurs, on voyage tout frais payé par l'employeur. Billets d'avion et autres sont en effet pris en compte par le passeur qui demande juste un passeport et le rendez-vous est pris pour le départ. Ayant pris soin, je vais dire le passeur, de choisir la fille la plus docile. Non seulement docile, mais aussi robuste. Car ici, on veut une femme qui la ferme et qui bosse. Une fois à l'aéroport, on est vite arrivé. Casablanca. Dans la salle d'attente, on est remis à son patron par un voyageur qui généralement veille à la transaction. Oui, c'est un intermédiaire qui conduit effectivement la ménagère ou bien la future domestique vers son nouveau patron. Remis clé en main, je vais dire passeport en main, ce maillon passager qui est aussi coupable que les têtes de liste a fait sa part. Une fois entre les mains de son patron, la première des choses qu'elle fait, ou bien qu'il fait, est de manière systématique, repris tout le temps, en fait, il confisque le passeport de la domestique. Elle travaillera à perdre haleine sans ménagement, femme de ménage, babysitter, cuisinière, toutes les tâches sont bonnes. Du moment où elle est dans la maison,
et qu'elle a appelé à faire sa part. Le tout sous le contrôle strict et autoritaire d'un bourreau qui pourrait être la maîtresse de maison ou le mari qui, lui, en plus, demandera souvent très tard dans la nuit avoir des services de notre genre, des rapports sexuels. C'est ainsi que lessivé pendant de longs mois, très souvent avec un salaire irrégulier et même simplement inexistant, la femme profitant du manque de vigilance de ses désormais bourreaux accepte la réalité. C'est trop beau pour être vrai. Il n'y a pas de gros salaire, il n'y a pas de repos, encore moins d'accompagnement santé. Il n'y a pas de sécurité et même depuis un temps, on lui a interdit de manger. Elle a fini de faire le repas, elle n'a pas le droit de se remplir la panse. Sinon, si elle continue à traîner, c'est la mort. C'est ainsi faisant qu'elle va se retrouver devant des associations ayant fui chez elle pour demander de l'aide. Une fois le plaidoyer engagé, une association dirigée par des migrants qui affrontent une famille, généralement, les familles qui vont prendre des filles sont des familles fortunées, respectées et connectées dans les plus hautes sphères de l'État, quand ce ne sont pas elles-mêmes qui dirigent les hautes sphères. Pour le cas d'Aminata, dont nous parlons aujourd'hui, une jeune fille sénégalaise, à peine 25 ans, qui a atterri dans une villa de haut standing à Casablanca. Le combat pour avoir son salaire après un an de travail, sans paye, papier confisqué, il a fallu le soutien du Conseil national des droits de l'homme. Entendez ici le CNDH, pour plier le baron que même la justice protégeait. Non, les complices protégeaient. Au point où alors que la pauvre ayant reçu, après négociation, une bonne partie de son salaire, mais bien évidemment loin de la promesse de Dakar, voulant une fois retourner dans son pays, elle se fera interpeller à l'aéroport afin de répondre d'une plainte de vol que son patron avait déposée contre elle à son insu. C'est alors que la pauvre se verra déférée par devant le juge qui, heureusement, la relâchera après 24 heures de détention, après avoir écouté la vraie version des faits. Voilà un autre chapitre qui nous interpelle. Dénonçons les réseaux de trafic, sensibilisons nos sœurs sur les dangers des promesses fallacieuses pour un visage plus humain de la migration. C'était T-Direct. Donc, je pense qu'on a écouté le T-Direct et donc, comme il est de coutume, on va demander l'avis effectivement des panélistes. Alors, Monsieur Mehdi, votre réaction face à ce T-Direct? Je constate, Monsieur Franck Nama, que vous êtes quand même très obsédé par la question sexuelle. Ah bon? Vous avez fait il y a pas si longtemps un tir direct que je trouve là aussi inacceptable sur la question des entre guillemets lesbiennes qui portent atteinte à l'image des communautés subsahariennes. Vous êtes obsédé par la chose, monsieur. La Zoom Chang, en fait, le T-Direct ne parlait pas des lesbiennes. Le T-Direct posait plutôt le travail que cette petite communauté fait derrière, mais pas les lesbiennes. En fait, personnellement, j'irais contre les lesbiennes, non? D'accord, je sais pas. Et là, maintenant que vous nous parlez de ça, la femme de ménage finit forcément dans le lit du patron, etc. Quelquefois, ça arrive. C'est ce que j'ai dit. Quelquefois. Oui, mais vous avez beaucoup de problèmes avec ça. Malheureusement, c'est vrai que la violence contre les femmes est une violence qui existe dans l'humanité entière. Oui. Et plus les femmes sont fragiles, en situation de fragilité, plus les femmes sont en situation d'irrégularité administrative ou qu'elles sont en bas de l'échelle sociale, plus potentiellement elles sont violées ou dominées. Mais si vous voulez, dans votre pays, le Cameroun, le sort qui est réservé à certaines femmes à Douala ou ailleurs n'est pas plus enviable que celles qui viennent jusqu'ici. Donc le problème est un grand problème, un problème très grave et dans lequel, exactement comme pour la migration, notre problème, il faut que nous soyons alliés, il faut que nous soyons ensemble au lieu de nous passer notre temps à nous critiquer ou à dénoncer les uns et les autres. Je pense que pour combattre ces questions-là, c'est pas la question de la traite en soi qui pose problème. Ça a été très bien présenté dans mon intervention précédente avec la question de droit, la question de la reconnaissance de droits des travailleurs domestiques. Le problème, c'est que les Marocaines n'ont toujours pas
ce droit-là, et il faudrait que lorsqu'elle gagne ce droit-là, et bravo pour le combat que mène Africulture et l'ODTI surtout, enfin en tout cas le syndicat pour les immigrés, je les félicite, et le travail qui est mené depuis longtemps par Marcelo Amignato. Il faudrait qu'au moment où les Marocaines gagnent ce droit-là, exactement en même temps, les étrangères, les non-ressortissanes gagnent ce droit-là aussi, pour qu'elles puissent se défendre. Voilà, c'est vers ça que le GADEM soutiendra toute action qui ira vers la reconnaissance universelle des droits des travailleurs domestiques. Mais quand même, ce droit est quand même sujet, il est sujet à une certaine critique, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un poids de mesure dans l'application de cette loi. Les travailleuses d'origine subsaharienne, à un moment donné, ne vont pas bénéficier forcément des mêmes avantages que des travailleuses marocaines. C'est pas supposé. Alors, moi je vais vous dire, malheureusement, la réalité c'est que les Marocaines sont encore moins bien traitées que beaucoup de travailleurs migrantes subsahariennes, passent pour la simple et bonne raison que il y a une tradition de servage dans ce pays qui n'est pas encore disparue, et il y a encore des petites filles, des petites bonnes qu'on jette par la fenêtre, qu'on viole, etc. Et c'est un problème marocain. Effectivement, il faudra pas que lorsqu'on arrivera à régler ce problème-là, il faut surtout pas qu'on oublie nos sœurs venues d'ailleurs. Ça, c'est très important. Mais malheureusement, la réalité, c'est que les Marocaines sont les premières victimes de cette traite, comme vous l'appelez, et qu'il faut se battre de manière universelle, coordonnée, ensemble, et pas séparés, pas dans la critique, pas dans la victimisation. Nous, les Noirs, nous sommes les seules victimes, personne nous aime, etc. C'est pas la bonne façon de procéder, je pense. D'accord, merci, c'est bien compris. Monsieur René, votre réaction après le titre direct. Oui, moi je suis pleinement d'accord avec ce que M. Mehdi vient de dire. En fait, les Marocaines sont effectivement victimes. Elles sont les plus nombreuses dans ce domaine, dans le travail domestique. Donc, elles sont beaucoup plus victimes dans ce domaine. Et à ce niveau-là, les Marocaines, on rencontre beaucoup de Marocaines mineures qui font encore ce travail. Voilà, ce qui est contraire aux migrantes. La plupart des migrantes qui font ce travail elles ont déjà l'âge de la majorité. Voilà, donc il y a cette différence. Ce que nous disons que effectivement il y a une loi qui était déjà, la loi même a trop traîné. Voilà, ce projet de loi. Aujourd'hui, nous poussons tous, je crois, avec toutes les associations, toute la société civile marocaine. Nous avons rencontré plusieurs associations, l'ONDH, l'AMDH et beaucoup d'autres pour ensemble, voilà, faire un plaidoyer commun pour que les choses puissent avancer. Nous disons que si ce projet de loi ne doit pas mettre en marge, voilà, les migrantes, voilà ce que nous disons, et nous pensons que si nous sommes ensemble, ce combat-là va aboutir. Donc c'est un peu ça, et je vois que les choses vont beaucoup changer, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de prendre conscience en fait du phénomène. Voilà, on n'en parlait pas il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui nous sommes en train ensemble nous constatons que tout le monde est en train de se mobiliser autour de la question, et je crois que ça va aboutir, les choses vont beaucoup changer dans ce sens. Maintenant, ça c'est sûr. Le terrain, ça c'est ici, c'est au Maroc, mais il y a encore un autre travail qui doit être fait depuis les pays d'origine, parce que c'est de là-bas, surtout nous comme ça, les migrantes, c'est de ces pays-là que viennent les femmes. Moi je sais que nous, quand nous étions encore à l'ODT, nous avons eu à travailler avec le cas des Philippines, et là-bas on a essayé de remonter la filière jusqu'à ce jour, depuis les Philippines, comment ces femmes-là venaient jusqu'au Maroc. Nous avons remonté cette filière-là, interpellé les autorités. On avait réussi à déplacer le consul des Philippines pour venir au Maroc par rapport à la question. Et ça a été aussi le cas pour d'autres. Le consul des Philippines, je ne comprends pas. Le consul des Philippines au Maroc, ou bien... Non, il n'est pas ici au Maroc, il est en Égypte. Ah d'accord, très voilà, bien. Et on avait, par rapport à la question, il avait quitté depuis l'Égypte pour venir ici, parce que c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autorité sur place, il n'y a pas d'ambassade, pas de consulat, que les Philippines, elles souffrent, elles n'ont pas, voilà, elles n'avaient pas où aller se plaindre, et c'est comme ça que nous avons pu prendre ce dossier, leur cas en cours, et puis traiter vraiment avec beaucoup de
de difficultés, c'est vrai, mais encore avec beaucoup de détermination pour que ces femmes-là puissent avoir quand même gain de cause, surtout celles qui avaient les documents confisqués et tout ça. Alors, à côté d'elles, il y a beaucoup d'Asiatiques aussi, qui c'est la même chose, et je pense que aujourd'hui, elles sont regroupées, et c'est déjà un grand pas, et je pense que les subsahariennes aussi, bientôt, nous sommes en train de travailler dans ce sens, elles seront aussi regroupées et ensemble, leurs droits seront entendus, ensemble les choses vont bouger et ensemble nous serons victorieux. D'accord, très bien. Voilà. Oui, monsieur Christian, de votre avis. En fait, il faut rappeler qu'effectivement que vous êtes du Bénin et on connaît quand même pas mal de filles qui sont originaires du Bénin qui souffrent de ce problème. Alors, des filles, bon, dans le petit direct, vous avez parlé de la Tunisie, de l'Algérie et tout ça, mais je crois pas qu'il y ait des Béninois qui sont dans ces pays, mais c'est plutôt vers le Gabon. Si, moi j'en connais, je connais une Béninoise d'ailleurs, même, elle était avec nous dans les voies des dents, comment on appelle l'association là, elle m'a raconté cette histoire, elle est venue comme ça ici. Bon, et on en parlera après, mais bon, ce que je sais, je connais la situation vers le Gabon, vers le Nigeria. Oui. Donc c'est des cas réels. Et moi, je pense que ce problème sur la vulnérabilité en fait de tout ce qui est traite des femmes par rapport aux femmes de ménage et tout ça, c'est un problème qu'il faut vraiment régler à la source. Ouais. À la source, parce que on est sur des réseaux bien organisés, où les gens s'enrichissent, où les gens profitent un peu de la vulnérabilité des familles, en fait, de la pauvreté, je veux dire, des familles dans les villages, où ils vont récupérer des gens, et ainsi de suite. Nous, au niveau du Centre culturel africain, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est un peu le côté culturel. Le côté culturel, bon, parce que en Afrique, vous convenez avec moi, et c'est connu, en fait, que la majorité des familles, quelqu'un, quand il a confiance en toi, peut te confier son enfant. Et cet enfant, il te le confie, pas pour retirer quelque chose de chez toi, mais juste parce qu'il sait que tu vas lui donner une éducation meilleure que lui. Donc, cet individu, en faisant cette confiance, et c'est ce qui se fait d'ailleurs, bon, quand je prends le cas du Bénin, où les gens vont récupérer les enfants au niveau des villages, c'est pour leur dire, écoutez, moi je vais mettre votre enfant dans les meilleures conditions et tout, et en retour, il donne juste quelque chose, c'est pas grand chose, hein. Et d'ailleurs la famille ne s'attend à rien. Sinon le bonheur de l'enfant. Exactement, il veut que le bonheur de l'enfant. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, nous, en tant que Centre culturel africain, si on s'intéressera à ce dossier, à ce sujet, c'est un peu informer les familles, un peu revoir cette partie un peu de la culture où il y a une confiance aveugle à un individu qui vient de la cité et qui vient apparemment bien et machin, ainsi de suite, et qui se dit, bon tiens, mon enfant a une chance de sortir et de faire quelque chose de meilleur. Donc il y a un travail qui va se faire et je suis très content d'entendre l'ACM dire que le problème doit se régler à la source. Et alors, dans le petit direct, on a parlé, effectivement, on s'est focalisé sur les femmes de ménage expatriées, je veux dire. C'est-à-dire, on a parlé qui quittent de chez eux, aller ailleurs, au Koweït, au Liban, ainsi de suite, au Maroc et tout. Mais le problème, il est aussi au niveau des pays. Par exemple, je sais qu'au Bénin, il y a le même phénomène. Sans même voyager, il y a de la maltraitance. Tout à fait. Au niveau pays, du Bénin, ouais. Au niveau du Maroc, comme l'a développé le GADEM. Donc, je crois que c'est un problème universel et il faut pas doiter uniquement un pays ou un cas, mais nous, en tant que société civile, on est appelés à travailler ensemble. Ensemble, que ça soit nous, côté culturel, on sait exactement où est-ce qu'il faut taper. Le GADEM, ils sont dans le champ d'action. L'ACM, sur la partie, je vais dire, tout ce qui est autonomisation, formation, c'est ça. Et alors, nous, au niveau du centre culturel, ce qu'on a fait, on a formé, par exemple, les leaders d'opinion l'année dernière. Donc, tout ça, c'est aussi permettre à ces leaders d'opinion de pouvoir agir
et savoir comment est-ce qu'on gère, parce que après c'est aussi une certaine gestion, comment régler ces problèmes-là. Donc il y a vraiment du travail et c'est toute la société civile ensemble qui peut travailler ensemble, essayer de trouver les vraies solutions. Tout à fait. Alors, Monsieur René, puisqu'on est en train de parler des femmes ménages, j'étais tantôt en train de parler de votre projet d'accompagnement, de sensibilisation des femmes domestiques. Alors, je veux savoir, de manière objective, la dernière fois, je pense que c'était le 11 du mois passé, on a vu Africulture Maroc qui a organisé un grand événement de sensibilisation des femmes domestiques. Et à cette sensibilisation, il y a eu une mobilisation qui était énorme. Il y a eu à peu près 300 femmes. Est-ce qu'on peut quand même avoir le bilan? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement ce jour? Quel était l'objectif de travail de ce jour? Non, c'était le 11 mars, c'est-à-dire le 11 de ce mois. Oui. Oui, et d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait, c'est-à-dire en arrière-plan, un travail de sensibilisation, un travail d'identification, un travail où nous sommes allés sur le terrain, aller dans les maisons, rencontrer les femmes, à Kenitra, Salé, Temara, Kaza. Nous avons en tout cas fait ce travail-là avec les organisateurs pour comprendre réellement ce que les femmes vivent, leurs besoins, leurs problèmes, toutes ces choses-là. Et c'est après ça que nous avons jugé bon d'informer toute la communauté, la société civile marocaine, et sur véritablement le problème que ces femmes vivent. Alors, comme vous l'avez vu, ces femmes sont venues d'un peu partout, de toutes ces localités, et elles ont posé elles-mêmes leurs problèmes devant le ministère de l'Emploi, devant le ministère des Affaires de la Migration, devant ANAPEC, devant il y avait l'OIT aussi qui était là et tous ces ambassadeurs qui étaient présents. Alors, pour moi, ce n'est qu'un pas, parce que le travail encore, il est grand, il reste beaucoup à faire. Ce n'est qu'un pas, mais déjà ce pas est un élément déclencheur. Voilà, je pense qu'à partir de tout ce qui s'est passé le 11 dernier, nous allons aboutir peut-être je le souhaite, en tout cas dans quelques mois, ça c'est mon souhait le plus ardent, disons, à une politique encore plus efficace qui va permettre à tous ces acteurs-là de conjuguer les efforts pour que les femmes puissent sortir vraiment de cette situation malheureuse. Aujourd'hui, pour l'autonomisation, c'est quoi? Nous avons déjà convoqué les femmes à plusieurs reprises au sein de notre siège pour les former. D'abord, on a donné des formations sur la gestion du stress, la formation sur la cohésion sociale, les formations sur beaucoup de choses pour permettre à ces femmes-là de pouvoir déjà gérer tout ce qu'elles endurent comme stress, difficultés sur leur lieu de travail. Nous avons aussi donné des formations en langue. Voilà, la langue du Darija, parce que la langue aussi est une barrière qui crée plus de problèmes de discrimination en fait. Parce que quand tu comprends pas ce que ton employeur te dit, vous ne vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à communiquer, déjà ça ne facilite pas l'intégration. Quand l'employé de maison est intégré, il y a moins de maltraitance. Voilà. Donc, nous avons jugé bon de commencer par cette formation-là, permettre à ces femmes de pouvoir communiquer avec les différents employeurs pour faciliter en fait l'intégration et les relations humaines entre l'employé et l'employeur dans les maisons. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de faire. Et nous avons aussi fait la formation, surtout en cuisine marocaine, parce que quand tu es employé, que tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même, bon, forcément, ça crée des frustrations et ça crée aussi tout ce que nous vivons. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris encore dans les maisons. Et la maltraitance ne vient pas, parfois elle ne vient pas systématiquement, elle ne vient pas tout de suite. C'est en fait, ça peut être le fruit d'un certain nombre de choses, de frustration. Ça peut être aussi un problème de culture. Ça peut être un problème je veux dire,
Il y a beaucoup d'éléments en fait. Donc nous essayons de travailler sur ces différents éléments. Monsieur Christian parlait tout à l'heure de culture. Quand là par exemple, je prends un exemple. J'étais en train de changer avec une employée de maison marocaine et elle était là, on parlait du nettoyage, voilà, comment laver les maisons, parce que la femme domestique migrante ne comprenait pas pourquoi on lui faisait laver, par exemple, les murs de la maison. Elle trouvait que c'était une injustice. C'est parce qu'elle est noire qu'on la traite comme ça. Alors, mais moi, je ne suis pas employé de maison, mais j'ai déjà vu des Marocains, mes voisins, laver les murs de leur maison, les fenêtres, tout ça. Donc, c'est un problème de culture, en fait. Ici, ça se fait pour eux, c'est pas mauvais. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question d'un auditeur qui oui. dit, juste pour répondre à cet auditeur qui a posé la question de savoir, Africulture, je crois que c'est une association aussi culturelle, sauf si je me trompe. Parce que d'après vos rapports sur vos objectifs, vous me rappelez que vous parlez que des migrations. J'aimerais savoir si vous avez un côté culturel et quelles sont les activités que vous faites effectivement donc pour vous aider effectivement à répondre à cette question tout de suite. Ouais. Voilà. Alors donc, je disais que donc face à cette situation, il y avait cette incompréhension. Alors il fallait expliquer à la femme domestique qui était là qu'en fait, ce n'est pas parce que ta patronne elle est mauvaise, elle veut te fatiguer, mais c'est juste que ici c'est un problème de culture. La femme marocaine elle-même elle lave les murs jusqu'aux marches de l'escalier, tout ça. Donc il y a ces problèmes de culture là aussi que elles doivent comprendre. Et puis bon, je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de barrières qui vont tomber, beaucoup d'incompréhension. Alors, Africulture, effectivement, on a un volet culturel dans tout ce que nous faisons parce que nous avons parlé d'intégration. L'intégration aussi passe par la culture. Voilà, sans culture, il ne peut pas avoir d'intégration. Il faut que les Marocains connaissent la culture subsaharienne africaine et la culture même de tous ceux qui sont ici de façon générale. Il faut aussi que nous qui sommes là, nous arrivons à connaître la culture marocaine. Et je pense que déjà, à partir de là, ça va faciliter l'intégration. Je parlais tout à l'heure de langue. La langue est une partie intégrante de la culture. Quand on connaît la langue, moi aussi, aujourd'hui, je parle couramment le Darija, ça me permet facilement de briser un certain nombre de barrières. Voilà, donc, Africulture, il y a aussi le volet culturel. D'accord, très bien. Parlant de culture, Monsieur Mehdi, on a souvent vu le GADEM organiser la semaine Migrants Saine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler également de votre travail sur la culture aussi? Qu'est-ce que vous faites de manière objective pour accompagner les migrants? Alors déjà, je voulais féliciter cette intervention. Nous sommes très fiers de voir que notre pays peut produire de tels talents et que ces talents viennent d'Afrique, viennent de n'importe où. Bravo. On l'a toujours dit. Nous, Migrants Saine n'est certainement pas de l'accompagnement culturel. Migrants Saine, c'est pour sensibiliser sur la cause des migrants. Et Migrants Saine, c'est dans les gènes du GADEM. Le GADEM, ça a toujours été de permettre aux migrants de se défendre eux-mêmes. Nous ne sommes pas leur porte-parole. Donc, quand nous faisons Migrants Saine, pendant une semaine, nous essayons de faire en sorte que des migrants, quelles que soient leurs origines, et des Marocains se mettent ensemble pour produire quelque chose de culturel. Par exemple, nous avons eu la chance de la très regretter Leïla Alaoui quand elle était venue et qu'elle avait travaillé, et sa mort nous a beaucoup choqués et beaucoup touchés. Nous sommes encore très touchés par ça. Elle était venue, elle avait passé beaucoup de temps donc au GADEM pour voir comment étaient les choses, et puis elle avait travaillé avec les gens. Le travail qu'elle a pu faire, c'était parce que c'est un travail où nous sommes pour le métissage, nous sommes pour le mélange. Voilà, donc nous avons fait ça aussi avec des troupes de théâtre, avec des chorales. À chaque fois, nous aimons que des Marocains, des migrants d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs puissent monter les choses ensemble. Mais le but de Migrants Saine, c'est la sensibilisation de la cause des migrants. C'est pas de l'accompagnement culturel pour les migrants. Non pas que c'est pas bien, c'est parce que nous, c'est pas notre mission, et nous pensons que des gens peuvent le faire bien mieux que nous. Nous, comme nous sommes une association de plaidoyer et de défense de migrants, association de droits de l'homme, nous sommes le poil à gratter. Nous passons plutôt notre temps à critiquer ce qui va pas, à montrer ce qui va pas, et à donner les moyens aux gens, des moyens intellectuels, les armes aux gens pour se défendre eux-mêmes, et ensuite ils montrent leurs actions. Certainement que Africulture Maroc, ou certainement que aussi même pour la question par exemple communique, la question religieuse, l'institut Mouafaka forme aussi en Darija, etc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses. Je ne sais pas si vous le faites aussi ici au Centre culturel africain du Maroc, mais en tout cas tout ce que vous faites, que ce soit ici, que ce soit Africulture Maroc, etc. Nous, ça
ça nous rend fiers parce qu'on sait qu'il y a des talents dans ce pays et que c'est ensemble qu'on fera émerger encore plus non seulement notre pays, et pour nous, notre pays, il appartient aussi aux migrants qui sont installés. Ça sera un futur combat du GADEM que nous sommes en train de mener, l'accès à la nationalité pour ceux qui le désirent. On va obliger personne. Et l'accès à la nationalité ne veut pas dire forcément l'obligation de se convertir ou quoi que ce soit. Nous voulons que les chrétiens puissent vivre librement leur foi dans notre pays comme des Marocains et à égalité. Donc voilà, c'est tout ça pour les choses pour lesquelles nous battons. Et je tiens à rappeler que nous étions dans la rue, nous avons pris de risques, nous étions avec le 20 février, nous étions avec tous ces mouvements-là depuis longtemps, avant même que tous ces centres-là existent. C'est pour ça que nous demandons un peu de respect, parce que nous avons ouvert la porte à cela. Maintenant, nous ne sommes pas les parrains, maintenant que les gens vont se débrouiller tout seuls, vont se battre pour ce droit tout seuls, et nous sommes fiers de voir qu'il y a des associations qui puissent le faire sans que même le GADEM n'ait à lever le petit doigt. Nous, maintenant, nous sommes à notre place, qui est une place très simple, une petite place. Nous ne demandons pas à être dans une grande place, nous demandons simplement le respect et qu'on n'oublie pas que des militants ont risqué leur vie, leur santé pour défendre cette cause-là. Merci. Alors, Monsieur Christian, on est en train de parler tantôt de l'accompagnement culturel dans le cadre spécifique des femmes de ménage. Tantôt, Monsieur René parlait effectivement de ces problèmes d'interprétation. Donc, vous qui travaillez dans la culture. Alors, moi, je crois que par rapport à la question des femmes de ménage, c'est une question très spécifique où, déjà, regrouper 300 femmes de ménage comme l'ACM l'a fait et dire qu'ils vont vers la maison et tout ça, ainsi de suite, je pense ils n'ont pas le droit d'aller taper ou toquer au niveau de la maison de quelqu'un si la personne ne donne pas l'autorisation, par exemple. Donc, moi, je crois qu'il faut faire les choses, en fait, sensibiliser d'abord les maîtresses de maison. Donc, culturellement, faire des échanges où, nous, on est en train de travailler là-dessus. Peut-être on va voir avec le GADEM et puis aussi avec l'ACM et on peut le faire ensemble. Moi, je crois il y a d'abord une première sensibilisation à faire au niveau des maîtresses de maison. Des employeurs. Des employeurs, exactement. Et aussi une autre sensibilisation auprès des femmes, des femmes de ménage. Je m'explique. S'il y a des associations, parce qu'on va travailler un peu pour voir s'il y a des associations déjà des employeurs dans ce domaine ou des gens qui placent ces femmes, qu'on puisse les regrouper d'abord pour que les gens puissent partager d'abord les cultures des pays d'origine et les cultures des pays d'accueil. Parce que il faut qu'ils comprennent, parce que quand je pose un problème ou je pose une situation où je veux qu'on fasse quelque chose d'une certaine manière, c'est pas de la même manière que ce qui se fait ailleurs. Laver les murs dans nos pays, ça se fait. Mais ça se fait quoi la veille des fêtes. Tout à fait. Laver les fenêtres, ça se fait régulièrement. Sauf si les fenêtres sont en bois ou machin, où on a besoin d'épousseter et non de laver avec de l'eau parce que le bois, il boit de l'eau. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses, je vais dire, des caractéristiques chimiques qui ne permettent pas aux matériaux de recevoir de l'eau ou ainsi de suite. Donc toutes ces composantes doivent être éclairées et partagées. Alors, par rapport à comment je vais dire, chez nous par exemple, pour pouvoir laver le sol avec de l'eau, on balaie d'abord. Donc, en termes de gestion rationnelle de l'eau, on gère mieux la quantité d'eau, la consommation d'eau qu'au Maroc. Mais au Maroc, systématiquement, on nettoie avec de l'eau. Mais c'est culturel. Donc, je veux dire, tout ça, il y a une sensibilisation même de développement durable à mener et tout. Et le centre culturel est complètement ouvert. On est en train de réfléchir sur la chose. Et j'invite le GADEM, j'invite l'ACM pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut mettre en place quelque chose dans ce sens. D'accord, très bien. Merci. En fait, il y a toujours une question, ça me dérange un peu que ce soit adressé à Monsieur Mehdi. En fait, on va le lui poser. Il dit, je reste anonyme, je pose une question à Monsieur Mehdi de GADEM. Comme il défend les droits des migrants sur le terrain, nous voulons savoir où en est le dossier de Charles Ndou et bien d'autres migrants qui ont été agressés et même tués par certains barbares marocains racistes. C'est pas que le GADEM, ça. Je pense que quand on tue un homme, on tue l'humanité. Ouais. Et je pense que c'est à tout le monde de défendre cela. Ouais. Et ce crime-là a été dénoncé sans aucune équivoque. Ouais. C'est un crime barbare.
Ouais. Cette personne-là a été égorgée. On est rentré chez les gens, on a séparé les gens, on a choisi une personne qu'on a égorgée. C'est un des plus grands crimes qui a été commis. Nous étions aussi à l'origine de la campagne au moment où il y a eu aussi Ismail Fall qui a été assassiné. Alors c'est un crime raciste sans équivoque, mais c'est vrai que c'était des conditions un peu différentes parce que c'est dans une altercation. Donc il y avait comme une sorte de bagarre, mais je pense que si c'était entre deux Marocains, il n'y aurait pas eu de crime. Tout à fait. Bon, le Charles Ndour, nous sommes pas la police, nous sommes pas, bien sûr que nous suivons le dossier et nous le rappelons. Nous, ce que nous avons dit, c'était, nous, ce que nous combattons et nous avons fait des rapports, c'est que lorsque nous laissons la presse écrire des erreurs racistes, lorsque nous laissons la presse écrire des mots qui sont des mots blessants, ça donne quelque part une sorte de sentiment que si on tue une personne parce qu'elle est noire de peau ou si on la maltraite, ça sera moins grave. Bon, donc du coup, nous avons alerté les autorités et nous avons dénoncé le fait que si le Maroc avait une loi qui permettait de condamner les actes et les propos racistes, et pour l'instant ce n'est pas le cas, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait pas eu forcément, il y aurait peut-être pas eu, on serait pas allé aussi loin dans l'horreur. Bon, nous sommes à l'origine aussi d'une campagne qui s'appelle Masmestich Azzi. Je m'appelle pas Negro ou Azzi. Nous lançons lundi une autre campagne qui sera transmaghrébine parce que le GADEM et tous ceux qui ont accompagné cette campagne, il n'y avait pas que le GADEM tout seul. Vous avez compris qu'on travaille toujours en réseau. On a inspiré les Algériens et les Tunisiens dans lequel il y a aussi du racisme. Donc on lance la première campagne transmaghrébine lundi. Et nous vous invitons à venir écouter ce que nous allons faire à l'hôtel Majlis à 11h, où il y a des Tunisiens, des Algériens en même temps qui vont faire la même chose pour dire ça suffit d'appeler les gens Azzi, ça suffit d'être raciste contre la couleur de peau. Donc voilà, nous pensons que Charles Ndour a été tué parce qu'il était noir et c'est un crime contre l'humanité. On a tué l'homme, on a tué l'humain ce jour-là. Ok, merci. Monsieur René, on va revenir à vous. Vous travaillez notamment avec des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement quelles sont ces personnes qui vous accompagnent dans votre projet à l'ACM? Bon, nous travaillons déjà, faut dire que l'ACM même travaille déjà avec les membres de l'association. C'est les premiers partenaires. Voilà, tous les migrants et qui se battent en donnant les idées, la détermination, et voilà, et cette volonté-là de pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, côté d'eux, les partenaires, nous avons ceux qui nous aident à porter nos projets, voilà, qui sont Solidarity Center, qui est le centre américain. Nous avons la Fédération du Croissant Rouge. Nous avons le ministère des Affaires de la Migration. Et voilà, en gros, nous avons eu aussi, et nous avons l'Observatoire national des droits de l'enfant. Voilà, et en gros, ceux qui nous aident vraiment à travailler et à faire avancer les choses. D'accord, ok, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre programme. On va avoir 2 minutes pour chacun. Si effectivement Monsieur Mehdi voulait passer un message, c'est le moment effectivement de prendre la parole. Le message il est clair. Il faut que nos frères et nos sœurs d'Afrique noire, pour moi Black is beautiful, donc pour moi c'est pas une insulte d'être noir, au contraire. Oui. Il faut qu'ils arrêtent de la victimisation. J'ai pas tout le monde, mais ceux qui jouent ce jeu-là. Ils sont pas plus victimes que les Marocains très pauvres, qui eux aussi parfois n'ont pas de papier dans leur propre pays ou qui sont victimes de discrimination. Ils sont pas plus victimes que les Philippines qui viennent d'ailleurs, etc. Donc il faut que, au contraire, nous soyons unis pour aider une cause commune. La cause commune, c'est le respect des droits, le respect des individus. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier, et j'en finis par là. Il y a quand même un racisme contre les Noirs dans notre pays qui est très fort. Et il faut le combattre. Mais il faut pas le combattre de manière spécifique. Il faut le combattre en disant qu'est-ce qu'il est, ce racisme anti-noir. C'est un cancer, c'est une maladie, mais que cette maladie-là, elle concerne aussi d'autres personnes qui sont pas noires. Et donc, il faut qu'ensemble, nous arrivions à convaincre les Marocains que si nous prenons soin des personnes qui sont mises en situation de vulnérabilité, c'est tout le Maroc qui grandira, c'est tout le Maroc. Et pour terminer, le Maroc, c'est l'Afrique, d'accord ? Et le Maroc est en Afrique.
et les Marocains sont dans les pays africains, et ben c'est normal que l'Afrique soit au Maroc et que les Africains soient dans le pays du Maroc. Et c'est une très bonne chose, c'est une grande chose, une grande chance pour notre pays. Et nous faisons partie de ceux qui pensent que plus il y aura d'Africains ici qui pourront vivre dignement et librement, plus le Maroc sortira grandi. Merci beaucoup. Donc, Monsieur René, à vous. Et moi, je voudrais remercier d'abord tout le monde sur ce plateau et vous remercier aussi pour l'invitation. Et je saisis ce temps pour inviter tous les migrants, surtout ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment l'Afrique du Maroc, voilà, à se rendre à nos locaux, à notre bureau, suis à avenue Omar El Khattab, voilà, et immeuble 12, appartement 4. Ils viennent, en tout cas, nous sommes là, il y a une équipe dynamique qui est là pour les écouter, pour qu'ensemble nous puissions travailler. Nous voulons travailler pour faire avancer les choses, c'est notre seul but. Et nous avons besoin de tout le monde, tous les migrants, femmes, hommes, voilà, tout le monde pour faire ce travail. Je dis que le Maroc est un pays qui nous donne cette opportunité, qui nous donne, voilà, cette occasion de travailler surtout dans ce domaine, voilà, et nous devons la saisir. Et c'est à nous de nous organiser au mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons fait un constat au niveau de toutes les associations de migrants et tous les migrants qui travaillent surtout dans les problèmes de la migration, c'est que nous ne sommes pas organisés. Et c'est ce qui pose véritablement le vrai problème. D'accord, très bien. Je pense qu'on est en train de courir parce que la machine est programmée pour le Flash Info. Monsieur Christian, un dernier mot et comme ça après, voilà. Ben, je dis bienvenue et merci à tous les invités, le GADEM et l'ACM, au studio Haj Malik Brakez. Nous sommes très contents de vous recevoir au studio Culture Mosaïque. Et nous disons, en fait, ce studio, c'est votre studio. Vous avez des messages, venez. On va échanger, on va aussi travailler ensemble, on va faire des choses, on travaille tous dans la migration, chacun sur un pôle ou un axe. On est là, le centre culturel souhaiterait qu'on puisse se retrouver régulièrement, qu'on discute, qu'on puisse mettre les efforts ensemble. Okay. Merci. Merci et on dit à la prochaine à nos auditeurs.